Quelle belle journée, cela exprime, je vous souhaite la paix, je vous souhaite une bonne journée, l'expression de celui qui se soucie d'autrui. Elle porte tout le reste de la communication, elle porte tout le discours, miracle, le premier miracle est dans le fait que je dise bonjour. Alors bonjour à vous, messieurs, dames, et bonjour à vous, Alain Finkielkraut. Bonjour. J'ai le plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage, Pêcheur de perles, paru chez Gallimard en février dernier. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes philosophe, professeur, écrivain et homme de radio. Vous animez depuis près de 40 ans l'émission Réplique sur France Culture, diffusée les samedis matins de 9h07 à 10h. Vous êtes depuis 2014 le titulaire du fauteuil 21 de l'Académie française, à la suite de Marcel Achard et de Félicien Marceau. Vous êtes enfin l'auteur, seul ou en collaboration, de plus d'une trentaine d'ouvrages et presque autant de polémiques. Pour débuter, je voudrais revenir sur le titre de cet ouvrage. Expression empruntée à Hannah Arendt à propos de Walter Benjamin pour décrire sa passion pour les citations. Alain Finkielkraut, en quoi consiste selon vous l'art de la citation et pourquoi cette expression a-t-elle retenu votre attention? L'art de la citation, je ne sais pas si c'est vraiment un art. En effet, relisant très bel article que Hannah Arendt a consacré à Walter Benjamin, j'ai appris que celui-ci rêvait de publier un jour un livre exclusivement composé de citations. Un livre où il disparaîtrait lui-même derrière les citations qui lui donnaient le plus à penser. Alors, je ne suis pas allé jusque-là, mais cela m'a renforcé dans l'idée qui était la mienne de composer un livre à partir de citations, car depuis plusieurs décennies déjà, je note les maximes, les fragments, les phrases que j'aime particulièrement. Quand je lis, ce n'est pas pour simplement connaître une histoire. On dit que certains livres sont des page-turners. C'est vrai, on est habité, le suspense, mais moi j'aime bien plutôt lever la tête, même dans les romans. J'aime être arrêté par une phrase. Quand je suis arrêté par une phrase, je fais deux choses. D'abord, je la souligne, ce qui me conduit à abîmer méticuleusement tous mes livres, même les Pléiades. Les Pléiades, j'ai un plaisir particulier. C'est trop beau. C'est beau de manière presque mortuaire, funèbre. Donc, je souligne au risque d'ailleurs de déchirer la page, parce que vous savez, les Pléiades, les pages sont très fines, il faut faire attention. Donc je souligne, et puis certaines phrases, il ne suffit pas que je les souligne, il faut que je les note. Je les note, et j'ai des cahiers, j'ai vraiment une trentaine, peut-être davantage, de petits carnets de citations qui s'empilent dans mon bureau. Et un jour, j'ai en effet décidé de les relire et là de faire une deuxième sélection. J'ai pris un cahier, un seul, où je notais des citations dont je pensais que, voilà, d'une certaine manière, je pouvais les continuer. Mais c'est une manière aussi pour moi de dire que je ne pense pas par moi-même à partir de moi-même. Je pense à partir des œuvres et des phrases des autres. Je m'achemine, pour reprendre une expression d'Eugenio Garin, le grand maître italien des études de
l'humanisme et de la Renaissance, je m'achemine vers mon œuvre propre à travers le trésor des œuvres d'autrui. Voilà. Donc, et j'ai choisi en effet 15 ou 16 phrases, plus ou moins longues, dont je pouvais faire quelque chose. Et ça m'a permis d'écrire un livre un peu différent de mes livres précédents, car j'étais délivré de la nécessité de bâtir une démonstration. Je pouvais aller, sinon dans tous les sens, du moins dans plusieurs sens. Et toujours à partir, oui, avant le progetto, il y a bonjour, pour parler de la civilité, ou bien pour parler de la fin de la vie et de la fin de vie, cette phrase extraordinaire de Canetti, la mort est de Dieu, elle a dévoré son père. La mort est de Dieu, en effet, puisque Adam, normalement, et Ève, ils étaient faits pour être immortels, ils ont désobéi, ils sont devenus... On reviendra sur la mort. Voilà, et donc, c'est ainsi, c'est comme cela que j'ai procédé. On reviendra sur la mort si vous le voulez bien, mais avant ça, je voudrais que nous parlions ensemble de l'amour, qui est un autre thème qui parcourt vos ouvrages. Vous débutez celui-ci par un témoignage très personnel du couple que vous formez avec votre épouse, l'avocate Sylvie Topalov. Vous racontez ainsi une dispute qui, vers les débuts de votre relation, faillit provoquer votre rupture, et à propos de laquelle vous écrivez, je cite, « J'essayais, au petit déjeuner et dans les heures qui suivirent, de plaider ma cause, notre cause. Je lui expliquais que notre histoire si belle, si intense, si unique ne pouvait pas se terminer en eau de boudin, que nous méritions mieux, que nous étions faits l'un pour l'autre, que nos petites querelles étaient sans importance. On ne se séparait pas pour des broutilles, l'amour ne pouvait pas mourir sans raison. Et pourtant, si, l'amour peut mourir sans raison. Et ce n'est pas le moindre des préjugés qui fausse notre perception de ce sentiment si délicat et complexe, si précaire et si puissant. La question que j'avais envie de vous poser est la suivante. Que vous a enseigné au sujet de l'amour votre compagnonnage de près de 40 ans auprès de votre épouse? Alors, qu'est-ce qu'il m'a enseigné? Oui, je débute le chapitre et le livre donc par une citation de Paul Valéry, celle-là, dans ses cahiers très courtes. Le cœur consiste à dépendre, point d'exclamation. Et en effet, ça commence par une querelle on est dérisoire en réalité, dispute à propos d'un film, enfin peu importe, ça ne revient pas. Et puis le lendemain matin, j'apprends que c'est fini et que sa décision est irrévocable. Je plaide ma cause inutilement, mais bien sûr, pour replacer dans le contexte, j'étais fébrile, un peu inquiet, et parce que j'étais un peu inquiet, je devenais aussi envahissant. Pour le dire trivialement, je pompais l'air. Voilà. Et donc j'ai été en effet congédié, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, évidemment, j'étais très malheureux, j'ai demandé conseil autour de moi, et je suis allé voir un ami écrivain, grand écrivain même, qui avait écrit sur l'amour, il avait 20 ans de plus que moi, et pour lui confier ma peine, il m'a reçu d'ailleurs tout de suite, avec une extrême amitié, et il m'a dit, à peu près, de prendre mes distances, de faire le mort, ainsi, celle que j'aimais reviendrait. Et je l'ai écouté, mais j'étais totalement incapable de suivre son conseil. Le même conseil m'a été donné aussi, souvent on disait ça, tu prends tes distances, et alors je ne pouvais pas, il fallait que je fasse quelque chose, donc j'ai fait quelque chose, je suis allé dans une galerie, acheter un tableau qu'on avait vu ensemble, dans un restaurant, etc., qu'on avait aimé ensemble,
Il représentait un violoncelle. C'était Vidalin, c'est un peintre dont on n'entend plus parler aujourd'hui. C'est comme le portrait d'un violoncelle, ça qui était très beau. Et donc, je veux l'acheter. La galeriste me dit, bon, bah, je vais mettre une pastille rouge, et puis vous allez le prendre quand l'exposition sera finie. Ah, j'ai dit, ça c'est pas jouable. Je veux tout de suite. Alors, j'ai négocié, je l'ai pris, je l'ai emballé, je l'ai pris, l'autobus, et je l'ai déposé sur le palier de son appartement, au risque qu'il soit volé. Elle m'a trouvé, elle m'a appelé, touchée, surprise. Oui. Et c'est pas pour autant que les choses se sont rétablies tout de suite. Il m'a fallu aussi prendre patience, mais bon, voilà. J'avais un peu joué mon va-tout, j'avais suivi aucun conseil, parce que c'est vrai, ça c'est une des vérités de l'amour, c'est-à-dire, entre l'amour propre et l'amour, il faut choisir. L'amour propre doit s'effacer devant l'amour. Et c'est déjà la première grandeur de l'expérience amoureuse. C'est-à-dire ce virement soudain du pour soi en pour autrui. On vit pour soi. Persévérance dans l'être, le conatus. Vous rendez même hommage dans votre livre à cette forme particulière de la relation amoureuse qu'on appelle l'emprise, mais oui, dont on parle beaucoup évidemment en ce moment. Alors, bien sûr, on sait ce qu'est l'emprise pour Judith Godrèche, mais qu'est-ce que l'emprise pour Alain Finkielkraut? Je n'entre pas dans les considérations, si vous voulez. Je pense qu'il peut y avoir une forme d'emprise perverse ou malsaine, et quand je parle de l'emprise, c'est celle que tout amoureux vit. Il est être amoureux, c'est être sous emprise, sinon on n'est pas amoureux. Voilà. Donc c'est tout ce que je veux dire. Donc, on est subjugué, on est dominé, et on est dépendant. Le cœur consiste à dépendre. C'est ce que dit très bien Jean Mikhailovitch. L'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, a connu la grâce de vivre pour un autre. Voilà la première grâce de l'amour. Donc l'amour propre doit s'effacer. Mais je n'en reste pas là. Je n'en reste pas là parce que, comme je l'écris aussi, il y a des amours fous bêtes. Il y a aussi une manière pour la vanité de se retrouver dans l'amour quand on choisit, par exemple, une femme trophée pour impressionner l'entourage. Et puis voilà, j'en fais toute une liste. Donc j'ai voulu faire apparaître aussi dans ce chapitre une composante de l'amour dont les poètes, même les poètes et les romanciers parlent peu, c'est-à-dire l'admiration. L'admiration. Sur laquelle d'ailleurs la lassitude ne peut avoir aucune prise. Et donc, je termine ainsi cette réflexion en disant que l'amour, dans sa modalité la plus haute, est un chemin de connaissance. Ce n'est pas simplement un épanchement de la subjectivité, ce n'est pas non plus une fusion entre deux êtres, la recherche d'une âme sœur. Non, c'est la connaissance, une connaissance privilégiée, dans certains cas, d'un autre être. Mais tout ça, je le dis avec prudence, parce que j'essaye de réfléchir à partir de ma propre expérience, mais certainement pas pour me donner un exemple, ou pour dire faites comme moi, on peut regarder. Je dis voilà, c'est tout. Quelque chose m'est arrivé, et comme la littérature dont je suis friand n'en parle pas, j'ai pris le risque d'écrire à partir de ma vie. C'est étonnant d'ailleurs, vous qui êtes évidemment un grand lecteur, vous confessez n'avoir jamais retrouvé à travers vos lectures le témoignage de votre propre expérience de l'amour. Je vous cite, aucun livre qui vous fournisse le moyen de lire en vous-même. Comment expliquez-vous cet angle mort? Comment expliquez-vous qu'aucun grand auteur ne se soit emparé de l'amour tel que vous-même l'avez connu? Il faut leur demander, je ne sais pas. Mais j'avais écrit un livre déjà avec 4 ou 5 romans que j'analysais. Je l'avais intitulé « Et si l'amour durait ?» Et en même temps, je ne trouvais pas la réponse dans les livres que j'avais choisis. Un peu dans l'œuvre de Kundera. Un peu seulement. Mais ce n'était pas justement la composante de l'admiration
n'existe absolument pas chez Mignon. Il s'interroge beaucoup sur la durée de l'amour, mais cette combinaison miraculeuse de l'intensité et de la durée, d'une certaine manière, il n'en parle pas. Donc, peut-être aussi que c'est pas un très bon sujet de roman, en réalité. Je peux raconter mon histoire comme cela, mais après vous dites quoi? Bah oui, bon, bah, allez, contre vous. Ah, vous croyez qu'il existe de mauvais sujets de roman? Je partage avec le public cette citation de George Eliot que vous intégrez dans le chapitre sur l'amour. Il existe, écrit George Eliot, des natures chez lesquelles, si elles nous aiment, nous trouvons le sentiment d'une sorte de baptême et de consécration. Elles nous obligent à la rectitude et à la pureté par leur croyance en nous. Nos péchés deviennent la pire espèce de sacrilège. Oui, c'est dans Middlemarch, un très grand roman de George Eliot. C'est absolument sûr. Et surtout, d'ailleurs, ça peut s'élargir. C'est-à-dire, il y a des êtres qu'on aime, ça peut s'élargir à l'amitié, qu'on ne veut pas décevoir, dont on ne veut pas démériter. Et tout d'un coup, oui, c'est être à la hauteur. Être à la hauteur. Je pense que c'est une composante très importante de la vie intersubjective, qui est un peu négligée, et là je rends aussi hommage à George Eliot. Dans un autre chapitre, qui est lui dédié à la mort, thème auquel vous avez fait allusion un peu plus tôt, vous évoquez un texte très méconnu et pourtant frappant, intitulé « Le laboureur de Bohême », datant de 1428 et écrit par un maître d'école du nom, je vais sans doute écorcher la prononciation, de Johannes von Keppel. C'est ça. C'est ça. Quel est le propos de ce texte et pourquoi s'achève-t-il sur cette sentence étonnante, mystérieuse, honneur aux plaignants et victoire à la mort? Le laboureur de Bohême, donc, en fait, l'auteur, Johannes von Sachs ou Johannes von Keppel, est un instituteur et sa femme est morte en couche. Et il raconte cette histoire. À partir de cette histoire, il forge un dialogue absolument incroyable entre un laboureur qui vient de perdre sa femme et la mort. Et le laboureur gronde, réprimande, engueule la mort. Il dit « Comment tu as pu faire une chose pareille? C'est atroce, etc. » Et donc, il ne l'engueule pas seulement, il l'injurie la mort. Et celle-ci lui donne toutes ces raisons, toutes les raisons métaphysiques qui font que, bon, à un moment donné, on meurt. La mort, c'est la vie, en quelque sorte. Et c'est comme ça, la vie est une vallée de larmes, et le laboureur ne se laisse pas convaincre. Il continue dans l'invective, avec toute la véhémence de l'amour. Et donc, la mort demande l'arbitrage du Très-Haut. Dieu écoute et il dit, cette phrase, d'abord tu t'es bien battu, mais c'est la mort qui a remporté la victoire. Et Hans Cassirer, le grand philosophe, très connu aussi pour son dialogue à Davos avec Heidegger en 1929, Hans Cassirer dit que c'est un texte fondamental. La modernité, avant Descartes et Bacon, naît à ce moment-là parce que tout d'un coup, la métaphysique classique est à bout d'arguments pour justifier la mort. Et il est vrai que la grandeur du projet moderne, ce n'est évidemment pas d'avoir supprimé la mort, mais d'avoir fait de la vie le bien suprême. Et, comme dit Descartes, de la conservation de la santé. Il l'a dit, Descartes. C'est étonnant ce qu'on dit sur la méthode, d'accord? Je pense en je suis. Bon, oui, c'est vrai. Et alors, c'est-à-dire la conservation de la santé est le but de mes études. Je fais tout ça précisément, mais la science ne devient plus contemplative avec Descartes et Bacon, elle devient active pour soulager le sort des hommes. C'est très beau de penser que... D'ailleurs, je cite Woody Allen. Woody Allen, dans un de ses films, dit
savez, le plus beau mot de la langue anglaise n'est pas I love you, mais it's benign. Mais c'est bénin. C'est merveilleux, c'est vrai.